Vraiment, je sens qu'il y a le sourire, mais ce sourire ira grandissant parce qu'aujourd'hui, c'est un moment de plaisir et nous sommes là pour nous amuser, nous sommes là pour avoir du bon temps. Bien, je me nomme Félix Conan, guide de tourisme. Alors, soyez les bienvenus. Alors, chez nous, on dit Aquaba. Mais Aquaba, ça c'est façon simple. Alors, quand on va dans un village, dans la royauté, alors, je sais, les travaux ont commencé en 1996 et se sont achevés en 1999. Donc, 3 ans. Alors, donc, Trècheville porte le nom d'un célèbre colon du nom de Trèche-la-Plaine. C'était un très jeune colon. C'est lui-ci aujourd'hui les Français. Nous parlons français, c'est à cause de ce jeune colon. Il a été en compagnie de son ami Arthur Vertier. Ils ont construit la première école au niveau de Lima, dans la région d'Aboisseau. Et donc, il faudra dire que le premier enseignant s'appelait Jean Deur et Trècheville porte le nom de ce dernier colonisateur. Il était très jeune. Il est né en 1860, malheureusement, avec Thomasé et Cresson du Plessis. Il faudra dire que c'est après la conférence de Berlin en 1885 où toutes les grandes puissances se sont réunies à Berlin pour partager l'Afrique sans la présence des Africains. 8 ans plus tard, et entre-temps, de 1897 à 1899, il a été assigné cette mission qu'on appelle la mission Ouidaï, ou bien l'opération Ouidaï, où il fallait trouver un site meilleur pour pouvoir construire la future capitale du Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça la baie de Cocody a été trouvée. Et donc quand vous regardez très bien, le positionnement de Trècheville et comment on appelle ça, de Plateau, est la répétition de ce qui s'est passé à Grand Bassam. Parce qu'à Grand Bassam, quand vous arrivez, il y avait deux communautés. Il y avait deux quartiers. Il y avait le quartier impérial. Le quartier impérial où il y a la marche, il y a le monument des femmes. Et puis, après le pont de Victoire, c'est le quartier France. Et là, on appelait Trècheville parce qu'à l'époque, pendant la colonisation, il y avait deux communautés essentielles. La communauté noire et la communauté blanche. La communauté européenne et la communauté africaine. Donc tous les Africains étaient à Trècheville. Par contre, les Européens étaient ici, de ce côté-là. Et il y avait un pont flottant. Pour commencer, ça sera les travaux de la construction du chemin de fer Abidjan-Ouaga. Et là, ça m'amène à vous montrer le pont Félix Fabre-Brahin qui a été construit en 1957. 1957. Et à partir du pont, ce pont il est particulier parce que c'est un pont routier et ferroviaire. Parce que le train passe par là. Tout ce que vous voyez là, les réservoirs, c'est-à-dire les tanks, qui sont de couleur grise. On les appelle des silos. Voilà, des silos à l'intérieur desquels on met tout ce qui est céréales. Donc, il y a les gaziers, les bateaux gaziers transport de gaz, c'est-à-dire tout ce qui est hydrocarbures. Il y a les tonniers, ce sont des bateaux qui pêchent le thon. Les sardiniers qui pêchent la sardine, etc. Alors, les premiers bateaux que nous voyons là, on les appelle des vraquiers. Pourquoi des vraquiers? C'est ce qui n'est pas conditionné. C'est-à-dire si c'est du riz là, ça vient dans le conteneur. Excusez-moi, ça vient dans les conteneurs en vrac. Et c'est à partir d'ici qu'on va les conditionner, on va les empaqueter, on va les mettre dans des sacs. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle des vraquiers. L'envergure d'un bateau, cela se reconnaît par le nombre de mâts. Donc là, ce bateau que vous voyez là, quand on le compte, les mâts, ce sont les poteaux qui sont là-dessus, là, genre, disons, des colonnes qui sont dessus, voilà. Et donc, là, il y en a 4. Il y en a 4, voilà. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et celui-là, il y en a 2. Ce qui est vert là, il y en a 2. Donc les mâts là, c'est ce qu'on appelle les mâts. Et à partir des mâts, il y a des compartiments. C'est des magasins à l'intérieur desquels il y a des conteneurs. Et les mâts servent aussi de grues pour charger et décharger les marchandises. Bien. Alors l'intérieur de ce bateau diffère des autres. On ne va pas rentrer, vous savez, nous sommes sur un bateau, lui il est vraiment un bateau de plaisance, bon voilà, c'est différent. Mais on ne va pas rentrer à l'intérieur, mais nous allons nous intéresser à l'aspect extérieur comme je suis en train de le dire. On a vu les mâts, mais regardez la couleur. Généralement quand vous voyez un bateau, il y a 2 couleurs apparemment. Il y a une couleur superficielle qui est au-dessus, qui est bleue, là, le premier, et là en dessous c'est marron. Là vous avez le noir, et puis après marron. Bon, voilà, en fait, je veux que vous basez sur, disons, les 2 couleurs. Ça peut être vert, marron, jaune, bleu, peu importe. Donc il y a une couleur supérieure, il y a une couleur inférieure. Bien.
Alors, regardez très bien. Là, nous sommes à côté, là, où il y a, c'est écrit Wisdom Line. Wisdom, ça veut dire sagesse en anglais. Alors, là, vous avez une numérotation. Numérotation qui part comme ça des numéros. Voilà, vous voyez, c'est numéroté. Là, juste là. Vous avez écrit Wisdom, là, à côté, vous avez vu, voilà. Bien, alors juste même en fin aussi, il y a un numéro. Et ça quitte dans le marron pour entrer dans le noir. Très bien. C'est important de le savoir. Ces couleurs-là n'ont pas été mises là de façon anodine au fond. Jabo, jabo, jabo! Yeah! Voilà, donc elles sont au fond. C'est nous, on fait ça comme ça. Mais son blanc là, elles sont au fond. Sont au fond là. C'est que le problème c'est quoi? Quand vous voyez les couleurs comme ça là, regardez, en bas là, c'est bien sorti, non? C'est bien sorti parce que le bateau n'est plus chargé. Vous voyez, c'est bien sorti parce qu'il n'est pas chargé. Et que vous allez rentrer trop dans le noir. Quand quelqu'un dit c'est qu'il a bien compris. Donc vous voyez, donc s'il charge, et que tu vois, et puis c'est ça des traits. Si ça dépasse les traits qui sont dessus là, que tu vas trop dans le noir, alors ton bateau risque de ne plus flotter. Et donc la couleur du noir, c'est ce qu'on appelle la flottaison. La flottaison, c'est la capacité du bateau à pouvoir flotter. C'est ça. Donc ce n'est pas là comme ça. Regardez très bien. Voilà. C'est comme pour prendre une voiture, il faut regarder un peu les pneus quand même. C'est vrai. Bien, mesdames et messieurs, à partir d'ici, nous rentrons maintenant, parce que c'est la zone céréalière. À partir d'ici, nous sommes maintenant, on rentre maintenant dans la cave. Et vous voyez ce qui vient d'être fait là. Voilà. Avant là, l'eau là, la lagune là, ça partait juste à côté là-bas. Mais la demande est tellement forte. La Côte d'Ivoire est un pays phare. Et donc la demande étant forte, alors ils ont décidé, la demande étant forte, ils ont décidé d'agrandir en quelque sorte le port. Voilà. Et donc la lagune est reculée en vue d'avoir de la terre ferme pour pouvoir construire d'autres magasins de stockage, etc., etc. Voilà. Bien. Alors, mesdames et messieurs, devant encore, vous allez voir que la lagune a été reculée pour pouvoir avoir la terre ferme parce que ça pour l'agrandissement du port. Donc le terminal à conteneurs qui était de 34 hectares, on veut doubler la capacité pour passer à 60 hectares. Tout ça c'est important pour vous, ces informations. Bien, mesdames et messieurs, on a vu les braquiers. Maintenant regardez ces bateaux-là. Les petits bateaux qui sont là. Alors, il y a un autre là, on ne le voit pas, on ne l'aperçoit pas, il est un peu plus petit que celui-là. Mais ceux que vous voyez là, de couleur blanche au-dessus du plus bleu là, on les appelle des remorqueurs. Ce sont les bateaux remorqueurs. Alors, quand on dit remorqueur, vous voyez un bateau comme celui-là, et puis vous voyez un grand bateau qui est à côté. Regardez ce bateau qui est là. Alors, les bateaux comme ça là, on les appelle des remorqueurs. Alors, moi je ne comprenais pas. Quand j'étais encore plus jeune, on dit bateau remorqueur. J'ai dit, mais comment un bateau comme ça peut remorquer celui-là? Mais en fait, remorquer, c'est un autre sens ici. C'est-à-dire que ce bateau-là, quand les bateaux viennent là, alors regardez très bien, nous sommes en train de partir, ce bateau, il peut partir partout sur la lagune. Mais il y a une chaîne, il y a une route conventionnelle. Voilà, et la route conventionnelle, c'est balisé par des bouées. Quand on sera au canal, vous allez voir des bouées vertes qui sont à tribord en rentrant et les bouées rouges sont à bâbord. Donc c'est dans ça, à l'intérieur de ces bouées-là que les bateaux doivent passer. Et donc quand ils viennent et qu'ils ont des difficultés, alors le bateau remorqueur là va venir pour les aider soit à pousser ou à les tirer pour venir accoster. Voilà, parce qu'ils ont des moteurs très puissants. Vous allez voir comme ça, très puissants qui peuvent tirer de gros bateaux. Maintenant, les plus petits bateaux qu'on n'a pas vus, on les appelle les bateaux pilotes. Alors ces bateaux pilotes là, selon la Convention internationale de la navigation, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui vont vers Grand Bassam, ou bien qui vont à Sini, ou bien vont vers le Ghana, vous allez voir que souvent, arrivé à Port-Boué quelque part, là, vous allez voir qu'il y a des bateaux, on a l'impression qu'ils sont stationnés quelque part là-bas. Ils ne bougent pas. Voilà. C'est une zone qu'on appelle la zone d'atterrissage. C'est vrai que ça fait un peu avion, mais c'est comme ça. Ce sont des zones d'atterrissage ou bien des bouées d'eau douce. C'est-à-dire que quand les bateaux viennent là, ils sont là-bas. Parce que selon la Convention internationale, un bateau étranger n'a pas le droit d'appareiller, c'est-à-dire qu'un capitaine n'a pas le droit d'appareiller un bateau pour venir accoster dans un port étranger. Donc quand ils viennent, ils sont là-bas.
Et c'est le capitaine local, et c'est le capitaine local, mais les capitaines locaux qui vont partir et qui vont monter à bord de ce bateau, soit pour appareiller ou bien co-appareiller ou venir à bord. Pourquoi? Parce que les capitaines locaux connaissent mieux les profondeurs des eaux locales. Et vous allez comprendre quand on sera tout à l'heure à devant, où il y a le cimetière de bateaux, vous allez comprendre pourquoi. Et ceux qui ont vu aussi le film, comme on appelle ça déjà Titanic, vont comprendre pourquoi le Titanic a coulé. Voilà. Parce que quand vous voyez un bateau comme ça, regardez très bien. Il y a, je vous ai montré les deux couleurs. Il y a la couleur, voilà, là ici c'est rouge et puis marron. Bien, on voit les deux couleurs là, ça c'est la partie visible. Mais il y a une partie invisible à partir de la surface de l'eau et qui est dedans là-bas qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le tirant d'eau. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des bateaux qu'on appelle des bateaux sondeurs. Et ces bateaux sondeurs là, regardez très bien, juste là, ceux qui sont encore là, vous avez vu les bouées là, la bouée verte là, voilà. Ah. Donc ces bateaux sondeurs là vont toujours se promèner sur les chaînes, c'est-à-dire là où les bateaux doivent passer, pour connaître la profondeur. Parce qu'on doit avoir un tirant d'eau qui va de 14 à 25-26 mètres de profondeur. Et donc, le tirant d'eau là doit être inférieur à la profondeur de l'eau. C'est-à-dire quand vous voyez un bateau comme ça là, souvent même là, ce qu'on le voit, la partie qu'on ne voit pas même là, c'est plus long que la partie qu'on voit. Donc si la profondeur de l'eau est inférieure au tirant d'eau, comprenez que le bateau va s'asseoir, ça ne pourra pas partir. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut que la profondeur de l'eau soit supérieure, la longueur de l'eau soit supérieure au tirant d'eau. Donc aujourd'hui, vous connaissez ce qu'on appelle un tirant d'eau. Mesdames et messieurs, c'est un village ici, Bissa. C'est un village aussi qu'on appelle le village Séléao. Pourquoi Séléao? Parce que les Ivoiriens, tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest y habitent. Donc, Ivoiriens, Ghanéens, Congolais, etc. Voilà, c'est un village de pêcheurs. Abidjan vient du fait que pendant la colonisation, il y avait des explorateurs qui étaient en train de se promener pour faire la cartographie. Très bien, à partir de là, regardez. Ce bateau-là, c'est un bateau tourné. Vous voyez les filets, ce qui est jaune là, sont des filets. Où sommes-nous? Vous savez, à l'époque, les gens ne s'entendaient pas. Ils ne se comprenaient pas. Donc lui, il a cru penser que les gens lui demandaient ces feuilles qu'il est parti couper là. C'était pour faire quoi? Donc il a dit comme ça, il pensait que les gens lui demandaient c'était pour aller faire quoi? Alors que lui, il partait couper ces feuilles là. C'est vrai qu'on mange dedans, mais à l'époque, on prenait pour faire les toitures des cases. Parce que ce sont des feuilles imperméables. Nous-mêmes, quand on était enfant, là, quand on va au champ comme ça, il pleut là, on coupe et puis on met sur nous. Pour ne pas que la pluie, bon, ça te mouille un peu, mais bon, au moins tu te protèges un peu. Voilà, s'il n'y a pas tous les vents. Bien, alors, donc c'est comme ça qu'il a dit comme ça en hébreu, Gambidjan. C'est-à-dire ces feuilles-là, je suis pour aller refaire la toiture de ma case. Donc, d'où les Blancs, pour écrire, ils ont ajouté un préfixe A, qui est devenu Abidjan. Sinon c'est Bidjan. Abidjan. D'où le nom Abidjan. Donc vous voyez, voilà comment ce nom est venu et il est important de savoir l'origine du nom Abidjan. Alors, mesdames et messieurs, à partir de là, ça va me dire quoi? Quand on parle de plateau d'Abidjan, certains disent non, c'est Petit Paris. Mais aujourd'hui là, Abidjan est lutté comme ça. La Côte d'Ivoire est luttée. C'est la vérité. Mais dans le bon sens. Dans le sens du développement. Alors, au moment où on dit que Abidjan ressemble à Petit Paris, moi dans mon métier de guide, quand je vais prendre des touristes américains à l'aéroport Faisal-Boigny, une fois qu'on arrive, on aborde le pont Général de Gaulle, quand ils voient le plateau avec les tours, ils disent « Wow, it looks like Manhattan ». C'est-à-dire Abidjan ressemble à Manhattan. Ah, c'est pas là. Non, c'est la vérité. Okay, so I'm going now. Okay, just a minute. Okay, so when sometimes I go to the airport to have some clients, when we come, soon we are on the bridge. You know, they shout, "Wow, Abidjan looks like Manhattan." So they used to say that. Indeed, indeed. They used to say that. So one day, I was so curious, I asked them. Well, most of the time when you people come here, yeah, derrière les pièces, derrière c'est qui sont. Je
Abidjan, le port d'Abidjan. Et celui de San Pedro, à eux seuls, constitue entre 80 et 83% des recettes douanières de Côte d'Ivoire. Donc la douane, déjà avec le port d'Abidjan et celui de San Pedro, ils ont déjà leurs recettes. Et cela constitue 60% des recettes de l'État. C'est très bien. Donc 60% des recettes de l'État. Alors, mesdames et messieurs, le port d'Abidjan, à lui seul, le port d'Abidjan, à lui seul, les travailleurs qui sont ici constituent 50 000 personnes. C'est-à-dire que moi, mon village, tout le monde dit la même, tout le monde peut travailler ici, donc c'est énorme. Donc c'est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est que la lagune n'est pas là. Quand vous voyez la lagune, c'est que la mer n'est pas loin. Et les deux eaux sont séparées par une langue. Il était un commandant de l'armée aussi, vous savez, Port-Boué. Le nom, d'ailleurs c'est un colon du nom de Boué-Ouiamès. Donc Boué-Ouiamès était aussi chercheur. Quand il a fait les photographies des zones, après des recherches en Europe, en France, ils ont vu que ici, là, quelque part ici, il y a en haute mer, il y a une zone qu'on appelle, ça comme on appelle le canyon, c'est-à-dire c'est un trou sans fond. Ici, là, en haute mer, là, quelque part, il y a un trou sans fond. C'est-à-dire qu'une profondeur sans fond. Et donc, quand il a eu les résultats de son collègue Ouiamez, il a dit, mais c'est que je peux réussir mon projet. Et c'est comme ça, il a préféré construire le canal tout en faisant face à ce trou sans fond. Voilà. Et il a construit pour faire face à ce trou sans fond. Donc quand vous allez là, ça n'a pas été fait de façon annulée au hasard comme ça. Tout a été vraiment bien calculé. Et donc depuis que ça a été fait, quand la mer vient maintenant, et que la mer vient avec le sable là descend effectivement dans le trou sans fond. Voilà. Et depuis lors, ça a été eu un succès total. Et le port a été inauguré en février, 5 février, je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, 5 février 1951. Et lors de l'inauguration, il y avait 3 personnalités importantes. Il y avait d'abord Feu, le ministre François Mitterrand, il était nommé ministre d'Outre-mer. À l'époque, on dit Outre-mer. C'est comme ministre des Affaires étrangères, africaines, quelque chose comme ça. Et il y avait le premier président de l'Assemblée constituante de Côte d'Ivoire. Beaucoup, les jeunes gens, vous qui êtes jeunes, peut-être vous n'avez pas entendu parler de lui, et même les personnes de mon âge, et même bien avant, n'ont pas tellement connu ce grand homme. Il s'appelait Victor Capri Guégué. Victor Capri Guégué a été le premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais lui, c'était l'Assemblée constituante. Constituer l'Assemblée. Et c'est pour ça que quand vous faites une visite guidée à l'Assemblée nationale, quand vous partez là, lorsque vous rentrez, à l'Assemblée comme ça, je ne sais pas s'ils vont déplacer maintenant, parce qu'il y a longtemps, je suis allé. Mais je suis allé plusieurs fois. Quand vous rentrez à l'Assemblée, du côté gauche, là, quand vous regardez, ils ont mis l'effigie de tous les présidents de l'Assemblée nationale. Et son effigie s'affoutait en première position. Victor Capri. Voilà. Vous voyez? Et donc, il y a eu Victor Capri Guégué et bien sûr le père fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Il y a un élément essentiel et qui est très important, c'est la corrosivité des éléments qui constituent la mer. Vous savez, quand la mer vient là, vous savez, la mer est salée. Et quand la mer vient là, quand la mer se jette comme ça là, il y a un genre de brouillard là. C'est pas brouillard, hein. On appelle ça des embruns marins. La compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance. Et donc quand les bateaux sont en difficulté, ils vont là-bas pour des réparations. Mais il y a certaines compagnies qui sont tellement puissantes qu'ils ont des docks. Donc quand ils sont en train de faire des travaux, ils ont eu le marché, ils ont des bateaux comme ça. Donc quand les bateaux sont en difficulté, mesdames et messieurs, donc voilà un peu comment ça se passe. Bien, comme je le disais, voilà que certains ont dit la baie des milliardaires, il y a d'autres qui ont dit l'île Boulay. Alors, où est la vérité dans tout ça? On ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Mais on sait, nous savons où nous allons aujourd'hui. Nous allons où? À la baie des milliardaires ou à l'île Boulay. Dans tous les cas, on va au même endroit, mais malheureusement, les deux n'ont pas le même positionnement. C'est une question de situation
C'est une question de positionnement. Alors, suivez mes regards. Si je me mets comme ça, alors, d'abord, sur ce côté-là, à partir du canal, jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle la baie. Je ne vais pas mettre milliardaire, la baie. Pourquoi la baie? À tribord, ici, nous avons l'île. Mais je ne vais pas mettre d'abord boulet. D'abord l'île. L'île ici, on ne peut pas quitter un point A, voilà un point B, sans avoir des engins ou bien des objets flottants. Je dis engin quand il s'agit des bateaux motorisés et je dis objets flottants pour les pirogues, pour ceux, les bananes. Et à partir de là, quand vous regardez la surface, vous voyez légèrement des débris. Voilà, des choses qui sont sur l'eau. Ce ne sont pas des pirogues, ce ne sont pas des morceaux de bois, ce ne sont pas non plus des alligators. Voilà. Voilà. Ce sont des bateaux. Attends, vous allez voir. Et c'est pourquoi ils ont mis une bouée. Vous voyez, il y a une bouée de couleur noire et rouge. Pour montrer que ce point est très dangereux. Voilà, regardez très bien. On va y arriver. Il avait un bateau qui était rentré. Il y avait un bateau qui était rentré dans nos ports en 2014, qui a coulé de l'autre côté. Pour ceux qui viennent ici, j'ai eu plusieurs fois fait des commentaires dessus. Et quand le bateau est arrivé là, le capitaine dit qu'ils ont été arraisonnés. Arraisonner un bateau, ça veut dire que les agents de la capitainerie ont demandé au capitaine de venir. Parce que, de façon que les policiers arrêtent un bateau sur les voies, eux peuvent venir faire des inspections sur le bateau. Et quand ils viennent faire les inspections sur le bateau, c'est pour voir les conditions sanitaires, les conditions de la destination, la provenance de la destination du bateau, les conditions d'hébergement, tout ça. Donc quand ils sont venus, après avoir vu, ils ont vu qu'il y avait des anomalies, ils ont demandé au capitaine de venir pour des réponses et des informations additives. Il n'est pas venu. À leur grande surprise, le bateau a été déserté et son équipage, ils ont fui. Et le bateau est resté là, ça a pris l'eau et le bateau a coupé. Et je crois qu'ils ont fait sortir ça maintenant, il n'y a pas tellement longtemps. Mais ça ne vaut pas encore 6 mois, 5 mois qu'ils ont fait sortir ce bateau. Sinon, ici, là, la question vient, on peut se débarrasser. Parce que ce reste des bateaux là, en fait c'est le tyran. C'est le reste des bateaux là qui sont là. Mais pour les faire sortir, bon, vous savez, comme pour le moment, bon, il n'y a pas peut-être d'autres projets, il n'y a pas, voilà. Donc pour le moment, ça est là. Et c'est une bonne chose parce que pour les pêcheurs, vous allez voir la plupart des pêcheurs sont dans les environs parce que ces zones ne sont pas beaucoup fréquentées. Donc ça devient comme une flore animalière pour permettre aux poissons de se reproduire, voilà. Donc les gens viennent là parce qu'il y a beaucoup plus de poissons. Voilà. L'hospitalité de la Côte d'Ivoire est légendaire. Et cette hospitalité légendaire se matérialise toujours par la reconnaissance de celui qui vient habiter auprès de nous. Et généralement, quand quelqu'un vient habiter chez nous, on dit c'est parce que nous a aimés. C'est parce que nous aimons. Effectivement, c'est vrai. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas aller habiter auprès de lui. Et donc, le fait de venir, les Ivoiriens sont sensibles à cette approche-là, sont sensibles à cette fréquentation, sont sensibles à cette amitié et généralement vont matérialiser par la présence de cette personne en donnant soit le nom, soit quelque chose pour identifier, pour reconnaître cela. Et donc, le Français qui était venu ici s'appelait Boulet. Et les Hébrieux, en reconnaissant de cela, ont préféré appeler l'île Boulet. Et cela m'amène à vous projeter encore en arrière. Quand nous sommes à Abidjan, que nous partons à Port-Boué par exemple, ou bien à Bassam, nous traversons une commune que nous connaissons qui est Makori. Mais généralement Makori, moi-même je me posais la question, mais pourquoi le nom Makori? Parce que Makori, là, quand tu regardes notre titre, c'est par rapport à quoi ils ont donné le nom Makori. Parce que le nom là même, on commence, on peut dire, bon, peut-être c'est un peu les habitants de Ghana, là, qui sont venus, on dit commencer. Peut-être quelque chose comme ça. Très juste, je vais vous expliquer, c'est parce que ça porte le nom d'un colon de nom de massacre. Mais Makori. Mais Makori est Makori parce que tout simplement, à l'époque, il y avait un exploitant forestier. Et l'exploitant forestier là, lui, il était dans la Syrie, voilà, mon cher. Voilà, Syrie, il faisait les. Voilà. Et il s'appelait, il avait un nom composé. Il s'appelait Marc Ori. Et les Ivoiriens, à force de dire Makori, on a collé.
Donc c'est Marc Ori, Marc M-A-R-C, et puis Ori, O-R-Y. C'est ça qui est devenu Marc Ori simplement. Bien, alors, mesdames et messieurs, maintenant, milliardaire. Milliardaire. Pourquoi milliardaire? On regarde maintenant à Babor. Alors, regardez à Babor, comme à Cuba, vous avez vu tout ça là. Vous avez vu tout ça. Alors, mesdames et messieurs, tout ce qui fait ouverture sur l'eau, ça a de la valeur. C'était avant, si je vous donne l'histoire de, comment on appelle ça, Abidjan, Plateau et puis 13 juillet, c'est un franc symbolique. Mais aujourd'hui là, tu ne vas pas lui donner un franc symbolique à un villageois, il ne va pas accepter. Hein. Souvent c'est 2 bouteilles de guine. On dit bon, prends. Mais aujourd'hui, tout ce qui fait accès à l'eau, qui fait ouverture sur l'eau, là, ça a de la valeur. Donc aujourd'hui, là, même si vous voulez chercher un lopin de terre ici, ou bien un terrain pour payer, pour faire votre réalisation, il faut prier Dieu pour que vous puissiez avoir un lopin de terre. Et même si vous avez un lopin de terre ou bien un terrain, ou bien quelqu'un peut-être pour lui, il est en faillite, il veut vendre, ce n'est pas mon souhait, il faut vraiment... Regardez. Ah, c'est déjà arrivé, hein, c'est pas profond. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde voit clair. On va pas, moi, si c'est moi, je ne vais pas prendre un franc symbolique. Voilà, et c'est que vous aussi, vous n'allez pas prendre un franc symbolique. Vous allez prendre un dollar. Ah, vous allez prendre un dollar même. Donc aujourd'hui, là, tout le monde voit clair. Donc les gens prennent maintenant un dollar. Donc dollar, il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir ça. Maintenant, quand vous payez ça en dollars, alors regardez, depuis là, on est quitté là-bas en venant là, regardez un peu votre montre. Mine de rien, ça fait 45 minutes, 1 heure de temps qu'on est là. C'est parce que c'est ambiancé qu'on ne sent pas qu'on est sur l'eau. Voilà. Donc, quand vous allez prendre quelqu'un pour venir ici, là, il va dire, ah, vous allez me détacher. Pour venir ici, il va demander une valeur ajoutée. Il va demander plus d'argent. Parce que ici, là, il n'y a pas hôpital, il n'y a pas supermarché, il n'y a rien. Tout quitte là-bas à Abidjan pour venir. Donc, si vous voulez construire là, d'abord l'architecte, les ouvriers vont pouvoir demander un peu plus. Maintenant, quand vous commencez à construire, si c'est une résidence, ou bien même, comment on appelle ça, un réceptif hôtelier, quand vous allez finir de le faire, là, alors, vous allez voir que ici, là, la zone, là, souvent c'est électrifié, disons, courant passe, mais ce n'est pas partout que le courant arrive. Voilà. Donc, il faut avoir des panneaux solaires, ou bien soit des groupes électrogènes pour pouvoir alimenter. Maintenant, si c'est un réceptif hôtelier, vous savez, il faut respecter la norme. Un client qui va venir, il y a eu des imprévisibles et des impondérables, et puis bon, il arrive tard. Il devait venir peut-être à 19h, et puis bon, il arrive à 21h. Il arrive, et puis vous n'avez rien à lui offrir comme à manger. Ça ne présente pas bien. Vous voyez, ça ne présente pas bien qu'il arrive, il n'a pris rien à manger. Il fait bon. Il va dormir comme ça. Maintenant, là où il y a les hommes, il peut avoir des soucis de santé. Et donc, il faut pouvoir s'occuper de lui. Et donc, vous allez voir que la plupart des personnes ici, ils ont des bateaux. Ils ont des bateaux, de plaisance, des bateaux. Donc, s'il y a un souci, il faut donner la première assistance pour l'amener. Ah, il faut l'amener. Ça, c'est important. Il faut l'amener. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des bateaux. Maintenant, quand vous finissez de construire, si c'est un réceptif hôtelier ou bien une résidence, vous voyez, non, ces genres de trucs-là, on les appelle des pontons. Les pontons, là, ça veut dire des petits ponts. Voilà, les pontons, c'est des petits ponts, c'est des quais. C'est des quais, voilà, des petits quais. Quand les bateaux viennent, là, ce n'est pas des pirogues. Pirogues, là, quand vous venez, on pousse un peu, ça sort, la terre sort sur la terre là-bas. Mais ceux-là, il ne peut pas aller jusqu'à un certain nombre, voilà. Sinon, ils risquent de ne plus revenir. Et donc, il faut faire des pontons pour qu'ils puissent accoster. Et quand vous les accostez, il faut pouvoir les attacher. Parce que le courant d'eau, là, souvent dans la bulle, le courant d'eau, ça va comme ça. Souvent, ça vient comme ça. Donc, si vous ne le mettez pas votre bateau dans les conditions, vous partez dormir, le lendemain, vous n'allez pas savoir où le bateau. C'est pas si les gars à droite, non, c'est important de dire tout ça là. Parce que souvent, nous, on est négligent. Tu es tellement pressé, tu dis, bon, d'accord, comme ça, là, au moment où tu viens au matin,
Tu ne sais pas si le bateau est parti à tribord ou bien si c'est parti à bord. Bien. Quand tu mets ça où Courant noir est parti avec ça. Bien, alors, mesdames et messieurs, cela m'amène. Je vois que quand même ici, nous sommes des personnes quand même un peu adultes et majeures. Alors, je vais vous donner une anecdote. Il y avait un monsieur, un groupe que j'avais conduit. On a quitté à trajet jusqu'à... Au moment où venait le monsieur, il était arrêté comme le monsieur qui est arrêté derrière là-bas. Il était arrêté là et puis pensif. Et puis, après, il est venu à côté de moi. Il m'a dit, vraiment, j'étais trop naïf. Il dit, mais comment ça? J'étais naïf, hein. Regarde, j'aimais tellement ma femme que quand souvent je ne la vois pas comme ça, je suis dans tous mes états. Pour moi, elle est dans tel hôtel, pour moi, elle est ici. Pour moi, donc, souvent, même, je prends ma voiture, je m'en vais et puis je me mets dans un hôtel espérant que je vais la voir. Aïe! Non, il aimait trop sa femme. Ça existe, oh! Ça existe, hein? Je ne sais pas, il ne m'a pas tout dit. Ça existe. Donc, il s'est dit, mais écoutez, mais ce voyage-là, ça a ouvert mon esprit. Supposons même que quelqu'un l'a pris pour venir ici là-haut. Tu ne sais pas nager, tu ne peux pas louer bateau. Donc ce qu'il faisait là-bas, là, c'est zéro. Dans la génération au pouvoir, on leur donne, on leur attribue des terres. Voilà. Et donc lui, sa part d'héritage, il a reçu les terres. Vous voyez, quand vous arrivez par exemple à Bassam, quand vous allez du côté de Azuriti, vous allez voir que au bord plage là, il y a des endroits qui sont luxe, il y a des endroits qui sont... C'est-à-dire quand vous y allez, vous payez le droit de terre, voilà, 20 000 francs, et puis vous vous installez. Donc chacun y va selon ses moyens. Moi j'ai beaucoup appris. Le fait que qu'on soit ensemble pour venir partager un moment ici, c'est très important. Souvent même tu peux avoir l'argent, mais tu ne sais pas quelle orientation prendre. L'autre aussi peut-être n'en a pas, mais il connaît la compétence. La seule manière pour aller de l'avant là, prenez un peu, moi je dis, c'est vrai, on va parler des blancs. On va faire ça, ils ont leur côté, peut-être, voilà. C'est comme ça, ce sont des hommes, chacun a ses faiblesses, chacun, voilà. Mais blanc, j'ai dit, blanc est entrepreneur, il sera le premier sur son lieu de travail. Blanc entrepreneur, il sera le dernier à quitter son lieu de travail. Blanc entrepreneur, quand tu fais son affaire là, si blanc va, non, mais c'est ça. Parce que le fondement de la réussite là, c'est l'homme. Le fondement de la réussite, c'est l'homme. Il faut respecter celui qui est devant toi. Il faut être humble. Et si tu es humble, tu respectes celui qui est devant toi. Tes affaires. Mais quand tu fais d'une certaine manière, le bonheur, tu connais le cœur de l'homme, lui là, il va voir. Il va saboter ton travail. Mais quand tu le mets à l'aise là, c'est lui-même quand tu dis, oh, c'est lui-même qui est le premier. Ah patron, ça là, c'était pas ça que j'ai fait, ça là. Il est humble. Quand vous venez là, j'ai dit, lui-même va vous servir. Il va faire ça. Nous là, mais quand on arrive là, quand il me va, ouais.
était encore en chantier. Au point où il y a eu une petite anecdote, il y a Myriam Makeba qui est venue donner un concert et on voulait que nous on paye. Nous sommes anciens du lycée scientifique, il n'y a pas sur le côté, mais dans le RSDP, vous devez nous demander de payer l'endroit où on ne paye pas. Ok, cela dit, je suis ingénieur de travaux publics de formation. J'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans l'administration de l'État de Côte d'Ivoire. Et le dernier poste que j'ai occupé donc, dans l'administration, j'étais directeur technique de la SOGIE, Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Et les cheveux sont grisonnants. Normalement, je devais partir à la retraite en fin 2024. Mais depuis septembre 2021, j'ai devenu une retraite anticipée. Non pas pour aller m'asseoir, naturellement. On a encore un peu de force, on peut continuer à travailler. Donc j'ai mis en place un bureau d'ingénierie qui fait donc les études, le suivi et le contrôle des travaux de génie civil. Donc je vais vous entretenir sur juste un des volets donc, de notre métier qui, je pense, peut intéresser bon nombre d'entre nous. C'est le suivi et le contrôle des travaux de construction bâtiment. Vous savez qu'aujourd'hui, on est sous les feux des projecteurs avec ces immeubles qui s'écoulent ici et là. J'avoue que ce n'est pas une belle image de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une belle image du ministère en charge de la construction. Et très souvent, le ministre, quand il intervient, il nous met au centre des ingénieurs conseillers. Mais vous savez, on a eu l'habitude de construire sans avoir besoin de tout ce monde. Même quand vous demandez à quelqu'un aujourd'hui d'aller prendre un architecte, pour lui c'est une dépense supplémentaire. Or aujourd'hui, on en a besoin. Et l'État dit quoi? Que quelqu'un qui veut construire un bâtiment au-delà de R+2, il doit s'attacher des services de l'ingénieur conseil. C'est quoi? C'est des personnes qui ont appris ce métier, qui vont vous accompagner sans dénaturer vos projets, juste vous accompagner. Et même les bâtiments, juste un seul dévoré de chaussée de R+1, mais qui reçoivent du public, où ce n'est pas vous seul, votre vie qui est engagée, c'est la vie également de tous les usagers qui ont besoin de vos services. Vous devez également vous assurer des services d'un ingénieur conseil. Alors, on en parle, mais en fait, qu'est-ce que nous faisons réellement? Donc, pour s'assurer que l'usager, effectivement, a fait un contrat avec un ingénieur conseil, à la délivrance du permis de construire, on vous exige de produire ce contrat. Donc, on est sûr que vous n'allez pas vraiment prendre des chemins contournés. Et bon, il y a des moments où les usagers ne sont pas prêts financièrement parce qu'ils doivent se faire accompagner par les banques. La banque aussi dit, moi, il faut que tu me montres le permis parce que je vais m'assurer que l'argent que je vais te mettre à disposition là, tu puisses vraiment l'utiliser pour les frais de travail pour lesquels tu as demandé. Le contrat d'abord, on comprend le permis. Le banquier vous dit, non, envoie le permis là-bas avant que je mette de l'argent. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, est-ce que la banque va l'accompagner à la hauteur du montant qu'il sollicite? Il ne peut pas signer un contrat. Les contrats sont indexés sur le type de bâtiment, la hauteur et le coût. Donc, vous n'avez pas le montant nécessaire pour le travail, vous ne pouvez pas produire un contrat. Donc, on a mis en place une convention cadre qui permet de retirer le permis. Mais lorsque vous avez votre financement, vous revenez voir l'ingénieur conseil, vous faites maintenant un contrat. Et notre travail commence déjà au bureau, sans être encore parti sur le terrain. Le premier document, c'est quoi? L'étude géotechnique, c'est très important. Il y a des structures qui sont dédiées à cela. Vous voyez la nature du sol sur lequel vous voulez ériger votre bâtiment. Et en fonction du bâtiment, du type de bâtiment, on va vous donner des conseils sur le type de fondation. Vous voyez, à 13 000 Margorie, quand vous creusez à 2 ou 3 mètres avec l'eau, vous ne pouvez pas trouver les mêmes techniques là-bas que des zones où le sol est vraiment assez dur. Et vous comprenez, très souvent, on a juste un maçon qui a construit 2 ou 3 immeubles, il dit non, il a beaucoup d'expérience, et il va plaquer ton copier, ce qu'il sait de engrais de l'humidité, et il va pouvoir plaquer ça à 13 8, ça ne marche pas. Et ensuite, les gens font des permis pour de R+2, et sur le terrain, on fait R+4 ou 5. C'est des charges qui vont descendre, et il faut donc s'assurer que le sol va pouvoir supporter. Donc, vraiment, ce n'est pas pour emmerder les gens. Donc, quand on a fait faire tous ces calculs, on vérifie les études de ferraillage et autres, c'est maintenant qu'on s'est déporté sur le terrain. Merci.
Je voulais juste demander, tout à l'heure tu as dit, quand on veut construire un R+2, il faut les conseils. Voilà. Mais et si moi je veux faire un R+1 tout simplement, est-ce que c'est pas nécessaire de demander l'avis d'un ingénieur conseil aujourd'hui? Mais demain les enfants veulent augmenter. On fait quoi? Et là on va faire une étude de stabilité. On va même creuser. On fait des études de R+3, si vous voulez faire R+3, on va creuser, on va voir les dimensions de vos semelles. Et quand c'est pas bon, c'est pas suffisant pour pouvoir acquérir le R+3, on va les renforcer. Et les semelles, et les poteaux, en tout cas tout ce qui assure la stabilité du bâtiment, on va les renforcer en vue de pouvoir acquérir donc le projet que vous voulez faire. Alors ma question est relative au positionnement de l'ingénieur conseil vis-à-vis de l'architecte. Alors, on avait l'habitude de travailler avec un architecte. Aujourd'hui, on nous incite à travailler avec un ingénieur conseil. Est-ce que ça ne vient pas en contradiction ou bien est-ce qu'il n'y aura pas un conflit dans la gestion des projets immobiliers? Merci. En fait, il n'y a pas de conflit de compétences. Nous sommes tous acteurs de la même chaîne. Test. Avec le non? Ouattara veut construire son bâtiment. Il a une idée, moi je veux un bâtiment de 7 pièces avec 3 chambres ici, une communauté. Bon, bref, ça c'est l'idée que vous avez. Vous allez voir un architecte. Il va faire une conception et vous regardez les dispositions des chambres, des pièces et autres. Quand ça vous convient, l'architecte lui fait juste une estimation sommaire. Il va parfois juste au coût du mètre carré, soit 200 000 francs ou 150 000 francs, en fonction du standing de ce que vous voulez faire. Maintenant, il donne tout ce dossier-là à l'ingénieur conseil. L'ingénieur conseil maintenant va faire quoi? Va faire les études. On fait les études pour pouvoir donc mettre en pratique ce que l'architecte a conçu. Et quand on va faire les études, ça prend tout en compte, depuis la fondation jusqu'à la finition totale. Et ça, c'est accompagné de calculs. C'est-à-dire que vous, tel que vous voulez disposer vos chambres, vos salons et autres, on va faire les descentes de charge, pour voir le ferrage qu'il faut, le positionnement des différents poteaux et autres. Lorsqu'on a fini ça maintenant, et vous allez faire la notice de sécurité à l'époque, c'est pas le pompier, mais vous allez faire le permis de construire. Ce qu'il a évité de vouloir dire, c'est que il continue de travailler pour moi. En réalité, l'architecte, c'est le chef d'orchestre. L'architecte est chargé de transformer le rêve du client que vous êtes en réalité sur papier. Et ce dernier s'accompagne des techniciens, tels que les ingénieurs, les spécialistes comme les ingénieurs, pour rendre concret ce projet. Nous, on rêve. De la manière dont vous rêvez là, nous, on rêve. Maintenant, c'est plus facile parce qu'avec les réseaux sociaux, là, on voit les bâtiments par-ci, par-là, d'autres, je veux ceci. Avant, ce n'était pas ça. Le client s'assoit, il veut faire une villa comme il a bien dit, tel homme de pièces. L'architecte va rêver pour lui donner, produire quelque chose, concevoir quelque chose qui va lui plaire. Et il va dire, waouh, alors là, c'est bien. Dieu, ingénieur travaux publics, mathématicien, docteur informaticien, manager, bon, voilà. Et maintenant, initiateur de la sophocratie dans le monde. J'aurais fait partie des jeunes frères que j'ai le plus fatigués et qui croyaient vraiment à cette histoire d'association. Merci. Napon n'est pas là, Césaire, bon, je vois qu'il y a certains qui ne sont pas là. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sophocratie. On m'a donné 5 minutes, j'ai déjà épuisé 1 minute. La sophocratie, c'est Sophos et Kratos. Sagesse et pouvoir. Nous voulons que les relations entre les humains, dans ces relations-là, que la sagesse domine, que la sagesse prenne le pouvoir dans les relations entre les humains. C'est ça la sophocratie. Donc, que ce soit relation familiale, que ce soit relation professionnelle, que ce soit relation amicale, il faut que la sagesse prenne le pouvoir. Quand je suis avec quelqu'un dans nos relations, il faut que la sagesse domine. Alors, je vais vous exposer
principes, quelques engagements rapidement. Mais ça, c'est tout un programme. Un des principes de base, c'est si tu ne convaincs pas, ne contrains pas. Si tu ne convaincs pas, ne contrains pas. Essayez d'appliquer ça. Vous voulez que vos collaborateurs, vous voulez que vos enfants, vous voulez que vos amis vous suivent sur un chemin quelconque, faites comme si vous n'étiez pas l'autorité. Évitez de dire aux enfants étudier. Quand vous dites aux enfants étudier, parce que vous savez que étudier, ça donne telle chose, ça fait ceci, ça fait... Mais lui, c'est lui, c'est ça. Donc il faut le convaincre de ce qui vous pousse à lui dire d'étudier. Et une fois que lui, là, il est convaincu, de la même manière, vous, parents, vous savez qu'étudier là, c'est bien. Si lui, il est convaincu qu'étudier, c'est bien, vous avez fini de faire votre travail. Lui, il va étudier seul. C'est ce que propose la sophocratie. Mais en sophocratie, nous, on dit que l'intelligence de l'humain, sa sagesse, son amour pour autrui, peut l'amener à impulser des changements sans entendre une crise. On y va. Et l'engagement du Sophocrate, c'est-à-dire que si je veux être Sophocrate, et je souhaite que chacun de nous soit Sophocrate, voilà l'engagement que le Sophocrate prend. Je m'engage à être un citoyen généreux et tolérant, qui travaille avec amour, rigueur et élévation d'esprit. Je ne mérite respect que si je respecte cet engagement et de la façon dont je vais respecter cet engagement. En d'autres termes, que j'ai 50 villas, que j'ai 60 voitures, que je sois ceci, si je ne travaille pas avec amour, avec rigueur et élévation d'esprit, et à être un citoyen généreux et tolérant, surtout, c'est qu'on n'est pas Sophocrate. Maintenant, lorsque vous allez parcourir le livre, vous allez voir quelques entraînements, comment on peut s'entraîner à être généreux, on peut s'entraîner à être tolérant, quels sont les fondements qui peuvent nous pousser à être... Si on veut être philosophe, on dit, on veut paraphraser, on dit, je suis parce que autrui a été généreux. En sophocratie, je suis parce que autrui a été généreux. Parmi nous ici, là, lorsqu'on essaie, s'il n'y a pas quelqu'un qui décidait de nous laver, de nous essayer, on était tous nourriture de cafards, de cochons, de tout ce que vous voulez. Personne n'allait qui dit, je suis As 10, As 18. Personne. Donc on doit se rappeler qu'on est parce que autrui a été généreux. Je vous remercie. Je suis Cynthia Bolou Ouattara, As 25. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est ma première fois d'entendre parler de la sophocratie. Du coup, je me suis demandé si c'était une religion. Et ensuite, comment est-ce que la sophocratie se positionnait par rapport aux religions qu'on connaît monothéistes? C'est un supporter de la sophocratie. Elle a demandé à ce que tous les responsables du ministère de la fonction publique aient un livre. Elle a offert 500 livres. Et elle dit, après sa lecture, que la sophocratie, c'est entre la religion, la raison et l'intérêt général. C'est une école qui se situe entre la religion, la raison et l'intérêt général. On n'a pas besoin d'être religieux pour être sophocrate. La raison
seul ne suffit pas pour être Sophocrate parce qu'il faut agir. Et quand on agit là, c'est l'être humain qui est au milieu, c'est l'intérêt général. En sophocratie, ça ne veut rien dire d'être heureux et riche parmi... Voilà, et puis on ne contribue pas à enrichir les autres. Quand vous contractez le mot, vous ressentez Socrate. Et donc, mais c'est pas anodin. Parce que pendant qu'il parlait, je vois la philosophie des sages comme Socrate. Et je pense que, pour ne pas être très long, l'Afrique, en tout cas la tradition africaine, est basée sur ce principe-là. La tradition africaine est basée sur ce principe, parce que c'est la direction de la société est confiée à la sagesse. C'est bien ça, hein? Voilà. La sagesse qui dirige. C'est bien la Sophocratie. Le Sophocrate, quand il s'élève, il dit si je reçois la richesse, je ne dois pas perdre mon bonheur. Il ne faut pas que je sois esclave de la richesse. Il dit, il y a combien de maisons? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a... Et si je reçois le pouvoir, il faut que je garde ma capacité de réflexion parce que je dois être un souverain, équitable et juste. Mais surtout, si j'ai la gloire, je dois conserver mon humilité. Il y a différents logiciels que je vais vous présenter. Un qui fait effectivement la dématérialisation. L'intérêt de la gestion automatisée, vous le savez, c'est qu'on peut stocker, bien indexer, retrouver facilement et surtout retrouver l'historique du traitement qu'on a fait sur le sujet. Dans le même mois, on s'en souvient, mais 6 mois, 1 an après, on vous dira, mais le client X a fait une requête, une réclamation, comment ça a été traité? Est-ce que ça a été traité dans le délai, par la bonne personne, quelle réponse on a donnée, ainsi de suite. Le deuxième outil dont je veux vous parler, c'est un outil qui permet de gérer les délibérations quand on est dans, par exemple, une municipalité, un conseil d'administration, en tout cas quand on a une structure qui délibère. Bon, ceux qui s'y connaissent un peu savent, ce n'est pas toujours facile. Quand vous avez 50 ou 100 personnes qui doivent venir à une assemblée délibérative, la phase de préparation déjà, et puis il y a surtout des délais légaux à respecter. Donc il faut notifier à tout le monde, transmettre le dossier, s'assurer que chacun a reçu la bonne copie des documents. Il faut siéger, il faut voter, il faut enregistrer les résultats des votes, il faut rédiger des PV, il faut soumettre à la tutelle. Une municipalité, par exemple, il faut se mettre à la DGDDL, enfin, pour un conseil d'administration. Il y a tout un circuit. Ici aussi, c'est pareil. Comme c'est numérisé, c'est plus rapide. On est sûr qu'on a les retours, donc les accusés de réception. On est sûr qu'on a fait à temps. On est sûr aussi que le traitement a été fait par les personnes qui devaient le faire. On a eu tout le retour nécessaire. Et surtout, on garde dans la mémoire de l'entreprise ou de l'entité, de la collectivité, les décisions qui ont été prises. Parce que quand les décisions s'empilent, on peut se retrouver quelquefois avec des décisions contradictoires. C'est déjà arrivé. Alors, pour ne pas être trop technique, tous ces outils, ils peuvent aussi bénéficier du nomadisme. Le serveur, vos logiciels, vos données, et il fallait être connecté pour travailler. Vous connecter au réseau d'entreprise où vous travaillez. Aujourd'hui, vos données, vos logiciels sont quelque part hébergés, vous ne savez même pas où. Donc on dit dans le cloud, dans le nuage quelque part. Le cloud, ça peut être un serveur qui est au Viti, Babassam, ça peut être un serveur qui est en Australie, vous ne savez même pas où il est. Mais il y a des engagements. Quand vous prenez un hébergement dans un cloud, l'hébergeur, il s'engage. Donc c'est un contrat. C'est lui en général qui assure, en tout cas pour ce qui est chez lui, la sécurité des données.
Donc il va vous dire il y a la haute disponibilité, il va vous assurer la redondance, pour éviter que vous perdiez vos données, il va vous dire qu'on ne peut pas accéder à vos données. L'architecture, on a parlé de construction, on a parlé de la sagesse, on a parlé de l'outil informatique. Pour faire tout ça, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé. Moi, je vais vous parler de santé. On a besoin d'être légalement marié. Il suffit simplement que vous la déclarez en tant que oui. C'est notre avantage aussi. Beaucoup d'entre nous ont des parents âgés et qui ne sont peut-être pas couverts. Est-ce qu'un retraité donc, qui a passé les 70 ans ou les 75 ans, on peut aller le présenter, l'inscrire, ou alors il faut forcément que ce soit des gens d'entreprise et autres et tout ça? Les personnes à la retraite ont droit, le troisième ont droit, mais c'est sous analyse, donc il y a un bon nombre de personnes. Et vous cherchez un peu à copier le modèle de Stan, peut-être même à le dépasser. Et vous avez vu un peu les problèmes que Stan a connus. Stan, c'est un des nôtres aussi, un aspect. C'est ça, sèche beaucoup. Donc si vous assurez, par exemple, vous prenez un monsieur avec tous ses cheese, c'est-à-dire qu'à chaque 3 mois, il peut venir vous demander de changer le nom de la personne. Ça, vous allez perdre. Ça va vous fatiguer 16 jours. C'est la raison pour laquelle, généralement, les assureurs demandent la femme légale. Là, ils sont sûrs qu'au moins, l'assurance va durer une année. Voilà. Et les personnes âgées aussi, enfin, votre mode de paiement mensuel, Stan a eu un problème avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont eu la prise en charge, mais qui n'ont pas soldé après. Pourquoi? Donc, essayez de voir un peu ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes en train de commencer le projet? Moi, j'ai fait l'assurance aussi. J'étais avec Diago à NCA. Il y a certaines choses qu'on ne tolérait pas. Et jusqu'à présent, NCA continue. Mais Stan qui tolérait beaucoup de choses, Stan est tombé parce que ce n'est pas le projet qui n'était pas bon. Les calculs n'étaient pas faits. C'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est un as. Mais les gens qui l'assurent, là, ils sont des mallots, enfin, en griffe, qui vont vous mettre dans des difficultés énormes. Donc, si tu fais une assurance santé que tu payes mensuellement, déjà là, c'est un problème. Et puis, s'il y a l'ouverture de toutes les maîtresses aussi, il peut même prendre des soeurs ou bien des filles du quartier. Il prend tout le monde, sa voisine, il amène des aides, non, c'est ma maîtresse, il fait passer tous les bons de son quartier. On l'appelle papa assurance dans son quartier. Et c'est vous qui payez. On assure 6 membres de la famille, l'adhérent, l'époux et l'épouse et 4 enfants. Maintenant, si peut-être l'enfant il a plus de 21 ans, il est scolarisé, il y a une prime en plus qui s'ajoute. Mais on n'exige pas que vous soyez marié légalement, parce qu'il y a des hommes qui disent, oui, c'est qu'à la maison, il y a des hommes qui hésitent pour faire le mariage légal. Donc ça fait que la dame qui est à la maison, elle est pénalisée. Pour être sur la couverture médicale, c'est important qu'elle soit sur la couverture médicale. Sinon, c'est pas la chaîne. Je suis ingénieur en télécommunication et financier, donc les dernières années sur des activités bancaires, notamment Orange Bank Africa, quand j'ai porté le programme en 2018-2020. On voit effectivement un statut lycée donc, qui est un point important aujourd'hui de toute la trajectoire qu'on a pu avoir. Donc c'est dans cet esprit-là que Lomé Business School, donc, qui est une école aujourd'hui sous-régionale basée à Lomé, a été lancée donc, par moi-même et un ensemble d'écoles partenaires à Lomé en 2013. Donc, pour les anniversaires de mariage, maintenant, dans ce schéma-là qu'on a mis en place cette école, donc, juste pour aller vite, 5 valeurs au niveau de Lomé Business School. La première valeur, c'est d'avoir une école privée qui a les critères de sélectivité qu'on a aujourd'hui, par exemple en Côte d'Ivoire, au sein de certains instituts, mais principalement publics. Donc on a dit que, comme ça se fait au standard international à Schema Business School, où j'ai été moi-même à HEC, à Harvard, on peut rentrer dans une école privée payante, mais en ayant un critère de sélectivité qui est vraiment à un bon niveau de la moyenne. Donc ce que ça garantit, c'est que l'étudiant rentre avec un bon niveau, une motivation qui est assurée, et on a des effectifs maîtrisés par classe. Donc c'est 15-20 étudiants maximum qu'on peut suivre sur l'ensemble des autres valeurs que je vais présenter. La deuxième valeur, et donc qui était la question fondamentale à laquelle il fallait répondre en lançant Lomé Business School, c'est former pour l'emploi. Donc comment un jeune qui rentre dans une école peut avoir la quasi-garantie de son employabilité en sortie. Aujourd'hui, Lomé Business School, c'est 92% de taux d'employabilité, ce qui fait de nous la 6e meilleure école de la zone Afrique subsaharienne dans le dernier classement Jeune Afrique 2021-2022.
Donc pour arriver à ça, c'est un stage par année pour chaque étudiant. Donc c'est un réseau d'entreprises partenaires tout autour de l'école. Beaucoup d'entre vous ici ont contribué, Mohamed, certains aînés qui ne sont pas là, l'aîné Djibril de MTL, qui ont contribué fortement au tout début de l'école à Lomé. Donc on a rencontré plusieurs autres aînés aujourd'hui qui ont contribué à ce réseau d'entreprises qui était un facteur incontournable dans la réussite même du modèle. C'était dès le Day One avoir un réseau d'entreprises qui a grandi. On était à 5-6 entreprises en 2013, à 30 entreprises partenaires aujourd'hui, qui fait qu'on a, pour certains secteurs comme l'informatique, ceux qui ont parlé de digitalisation, c'est très intéressant, on a plus de demandes en entreprise que d'étudiants disponibles. Donc, et la troisième valeur importante, c'est qu'on ne peut pas être une école et on n'est que local. Donc, on est aujourd'hui au standard international. Quand on vous recrute à la Société Générale ou même effectivement dans nos entreprises locales, on peut recruter, on lance le concours pour recruter aussi des Marocains, des Français. On ne se soucie pas de d'où vient le candidat. Donc l'ouverture internationale vers l'ensemble de nos écoles partenaires obéit à cette règle-là. Que dans son enseignement, il bénéficie de la même chose qu'on a eu en étant déjà au lycée avec certains de nos enseignants coopérants. Et pour lui donner une valeur déjà d'ouverture en termes de méthode de ce qu'il peut appliquer. Donc on a des écoles partenaires qui nous envoient chacune 3-4 enseignants. Donc on a 7 écoles partenaires, ça fait une vingtaine d'enseignants, un bon tiers des enseignants qui interviennent à Lomé Business School. On a l'ouverture dans le sens aussi d'aller en échange académique. Aujourd'hui, notre organisation est planétaire, on est dans la mondialisation. L'étudiant doit pouvoir aller vivre 6 mois d'expérience en France, en Irlande, pour ceux qui ont envie d'évoluer après dans les GAFA, et revenir effectivement au Togo pour continuer son programme. Donc, ça c'est vraiment au cœur du modèle LBS. Et la quatrième, elle est même l'intégration sous-régionale. On a 14 nationalités à Lomé Business School aujourd'hui. Donc, principalement des Togolais, mais après la deuxième nationalité représentée, c'est des Ivoiriens qui sont accueillis, hébergés dans les résidences de l'école à Lomé. On a des Camerounais, des Gabonais, des Béninois. Donc, on a 14 nationalités. C'est parti en 2013 de 6 nationalités. Puis aujourd'hui, effectivement, ça peut évoluer jusqu'à ce niveau. Et puis la dernière, c'est ce qui a effectivement motivé toutes ces belles idées, ces services à valeur ajoutée de créativité, c'est l'entrepreneuriat au sein de l'école. Donc on a un incubateur, l'une des seules écoles de la zone là-bas avoir un incubateur dans l'école. Et c'est très impliqué dans les programmes de chaque étudiant. Pas pour que tous deviennent des entrepreneurs, il y a un ratio un peu plus faible effectivement de ceux qui deviennent entrepreneurs, mais ils ont vraiment toutes les bases de ce qu'ils allaient apprendre lorsqu'ils allaient se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on pense que c'est au cœur du modèle d'évolution de l'employabilité qu'on veut résoudre. Déjà qui partent en entreprise à travers toutes les entreprises qui accompagnent pour les stages, mais qui puissent effectivement lancer aussi une entreprise qui réussit et pour laquelle il peut capter beaucoup de ses copains après en emploi, en stage et s'ouvrir aussi contribuer au développement économique de la zone. En 2012, donc on sortait des années de crise, des premières visites qu'on a eues effectivement en Côte d'Ivoire avec les écoles partenaires, laissaient encore effectivement des schémas de moins d'assurance, effectivement, puisque initialement c'était déjà pensé comme ça à recevoir plusieurs nationalités. Donc à recevoir des Camerounais, des Gabonais, des personnes qui allaient venir, qu'on allait héberger, il fallait s'assurer que le reste tourne. Et puis le deuxième niveau a été le Togo par opportunité. J'avoue qu'effectivement, pour ceux qui connaissent le Togo, il n'y avait pas de modèle de business school sélectif, donc ils n'ont pas, même si c'est un secteur public, mais en Côte d'Ivoire, on va dire ceux vers lesquels on se positionne, c'est l'INPHP. Ils n'ont pas l'INPHP là-bas déjà. Donc du coup, en fait, il y avait que le HAMO qui est l'école sous-régionale, qui est effectivement en mode concours sélectif. Donc le modèle avait toute sa place là-bas, à apporter cette innovation, à apporter une nouvelle orientation d'écoles dans lesquelles on fait une préinscription, on fait des tests d'entrée, après on a des listes effectivement d'admission. Donc cette opportunité a bien progressé. Et puis le troisième point, par opportunité aussi, c'est le coût de vie et de stabilité. Après on peut l'interpréter politiquement dans un autre sens, mais on n'a jamais fermé l'école une seule journée à la veille ou au lendemain d'élection. Aujourd'hui, heureusement, c'est le cas en Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt effectivement de pouvoir maintenant faire progresser l'activité. Alors, ok. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin
Et je me tiens devant vous pour présenter AS Training, que vous connaissez déjà pour certains, qui est un cabinet de soutien scolaire et de formation professionnelle. Vous imaginez que chaque année, de façon progressive, au fil et à mesure, il y a le niveau scolaire qui baisse. Et pour nous qui sommes AS, vraiment cela n'est pas concevable que nous ayons nos enfants qui soient parmi ces enfants-là qui ont des résultats scolaires, ou je dirais des notes scolaires de numéros de téléphone cellulaire. C'est vraiment un grand pincement au cœur pour l'AS de voir son enfant qui traîne parmi les derniers. Malheureusement, il n'a pas le choix, puisqu'il y a souvent les contraintes professionnelles qui obligent à être beaucoup absent, ou certaines fois, quand il veut aussi s'engager à aider son enfant, il s'y prend de la mauvaise manière parce que, bon, il n'y a pas la patience, ou voilà, parce que vraiment, souvent tu as du mal à comprendre que ton enfant n'assimile pas des petites choses, des factorisations, des développements que toi tu as fané quand tu étais au lycée scientifique de Yann Foucault. Donc ça, vraiment, c'est pas concevable pour l'AS. C'est dans ce sens que depuis 2018, nous sommes engagés auprès des parents d'élèves et nous accompagnons les enfants en termes de mise à niveau, de soutien scolaire, de préparation aux différents examens de fin d'année. Et depuis 2022, nous avons décidé d'améliorer les choses avec, vous pouvez avancer s'il vous plaît, en essayant de digitaliser un peu notre activité. Alors, nous avons, depuis décembre 2022, mis en ligne une application de soutien scolaire. Vous pouvez avancer s'il vous plaît. Une application mobile et une application web qui permet directement aux parents de pouvoir suivre l'évolution scolaire, je dirais l'évolution du soutien scolaire de son enfant. Vous allez sur Play Store, voilà, vous tapez AS Training, vous aurez l'application. Pour ceux qui ont Android, pour l'instant la version Apple n'est pas encore disponible. Vous avez tous les éléments, vous pouvez directement sur la plateforme choisir un enseignant, vous pouvez voir leur profil et choisir le profil qui vous intéresse, et puis vous pouvez directement voir au fur et à mesure les notes de vos élèves, de vos enfants qu'on ajoute aussi, au fur et à mesure qu'ils nous rendent des feuilles. Vous pouvez vous-même voir aussi les statistiques en termes de prévision de moyenne, et puis tout ce qu'il y a comme aléa autour de l'activité, tel que par exemple prévenir des cas d'absence de l'enfant, faire des requêtes, soumettre des suggestions ou faire souvent des observations sur les enseignants. Tout ça, vous pouvez le faire directement sur la plateforme. Au-delà de ça, nous sommes en train de travailler à construire une plateforme modèle qui permettra véritablement d'avoir des enseignants qui soient comment je peux le dire, un peu comme des call centers enseignants, où vous allez directement, de façon instantanée, vous appeler, vous allez sur la plateforme, vous lancez le call, directement, vous avez un enseignant qui se présente à vous, à qui vous soumettez votre problème, votre enfant soumet son problème s'il y a un exercice qu'il ne comprend pas, et sur le champ, il travaille avec ce dernier-là. Donc voilà, nous vous invitons, nous vous encourageons à nous confier vos enfants. Voilà, nous sommes une équipe de 240 enseignants actuellement, depuis Korogo, Bouaké, Abidjan et Yamoussoukro.
J'aimerais dire que je suis vraiment très heureuse et émue d'être au milieu de mes aînés du lycée scientifique de Yamoussoukro et également de mes cadets. Vraiment, ce sont des retrouvailles parfois énormément de bien, qui me rappellent beaucoup de bons souvenirs. Et puis surtout de voir que les uns et les autres maintenant ont une situation, même de très bonne situation. Donc moi, j'aimerais remercier les organisateurs, ceux qui ont pris cette initiative-là. Elle est vraiment excellente. Albertine épouse Traoré à l'UDPM. Effectivement, je salue aussi l'initiative. Et cela crée vraiment une fraternité. Aujourd'hui, on échange aisément avec AS 21. Parce que AS 13, moi je suis AS 21, vous voyez la distance et ça va créer la symbiose et la fraternité entre nous. En tout cas, bravo à l'équipe qui a organisé et qu'on encourage encore ces actions à venir pour vraiment créer cette belle fraternité entre les anciens de ces Je suis la épouse de premier AS 1, David Kakou. Et aujourd'hui, ça a été décidé que le Sahel s'appelle se connaître, se rencontrer parce qu'il y a près de 40 ans qui se sont vus. Et ça a été vraiment une bonne balade avec bateau, bus. Et puis de là, nous sommes venus au Mario. L'accueil a été fantastique. L'enseignement. Ceux qui ont été invités à nous parler de leur travail, ça a été impliqué. Il y a eu 7 intervenants, d'où 3 femmes dedans. Mais avant-dernière femme, c'était la femme à qui vraiment. Ça m'a tellement motivé qu'il fallait que je dise merci à toutes les femmes. D'autres qui ont arrosé et puis d'autres qui c'est leur tour. Néanmoins, je vais prier pour eux parce qu'il y a des hommes aussi dedans. Mais puisqu'il y a une minorité de femmes, je les encourage que Dieu les fortifie et que cette idée qu'elles ont eue, qu'elles aillent jusqu'à Nama pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et pourquoi pas pour le monde entier, l'Afrique et la Côte. Docteur Ibrahim Loko, deuxième promotion du lycée scientifique de Yamoussoukro. Un des présidents fondateurs de l'association telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et les membres de cette association, on les appelle les AS. AS comme ancien scientifique, mais comme AS, quelqu'un qui est un AS dans son domaine. C'est des jeunes enfants que le président Youssoufou Boigny a regroupés au sein du lycée scientifique sur la base du seul critère qui est l'excellence. Donc maintenant, après l'école, il est question de constituer une force de proposition, de constituer un réseau de lobby et une amicale d'entraide. C'est dans ce cadre-là que nous avons donc mis sur pied cette association. C'est pour ça que vous voyez, à ceux qui sont venus, ça part de la première promotion jusqu'à la 45e promotion que nous comptons aujourd'hui. Donc les aînés se mettent au service des cadets et les cadets gravissent les échelons en apprenant auprès de leurs aînés dans une ambiance de convivialité, d'amitié et de famille.
Pendant que vous comprenez pour les deux, là, ils sont non, même si c'est ça,